Salut à tous et bienvenue sur i24 News dans Social Blog, le magazine de la street culture et de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine, on scanne en images avec nos blogueurs, ceux qui font bouger les sociétés. On en parle ici. Un nouveau visage dans Social Blog. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Duhamel du très beau blog Sous le ciel de Tel Aviv. C'est un blog d'expérience perso très joliment écrit sur votre vie ici à Tel Aviv. Oui, voilà. Merci d'être avec nous, Laura. Et on a fait une petite entorse à la règle, car en face de Laura, il y a Benjamin Atovia. Vous êtes une sorte de blogueur à l'ancienne, puisque vous écrivez dans la presse écrite, le Yediot Ahronot, c'est ça, qui est un grand quotidien israélien, et vous êtes spécialiste, grand connaisseur du cinéma israélien et du cinéma. Il va en être question dans cette émission. On va aussi parler de fêtes en temps de guerre. Bienvenue dans Social Blog, sommaire en images. Des soldats israéliens et des membres du Hezbollah se battent contre les zombies. C'est le scénario un peu fou d'un film de zombies pure série B. Nous avons rencontré son réalisateur, Eitan Gaffni. S'amuser en temps de guerre, une question difficile et pourtant forcé de constater qu'à Damas, dans certains quartiers, la guerre fait se développer une grande vie nocturne. Le point sur ce phénomène dans le poste. Et pour finir, les meilleurs liens à ne pas manquer, ce sera le coup de clic en fin d'émission. Et pour commencer Social Blog, petit tour du monde de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Pour la promotion de l'opération Peur sur le parc à l'occasion d'Halloween, Parc Astérix a envoyé des invitations sous forme d'avis de décès à des blogueurs influents. Le but de l'opération en question, mourir de rire en famille, une campagne marketing qui n'est définitivement pas du goût de la blogosphère. Le houmous israélien était à l'honneur à Budapest, ville jumelée à Tel Aviv. Des centaines de personnes ont assisté au 16e festival israélien dans la capitale hongroise. Entre autres, au programme, dégustation d'une assiette géante de 50 kg de houmous, soit 400 assiettes de taille normale. Le record du plus grand plat, lui, se dispute encore entre le Liban et Israël. Véritable ambassadeur du rock libanais à l'international, le groupe Kemira a sorti son nouvel album The Harbinger of Doom, d'influences variées. L'un des rares groupes à avoir percé à l'étranger, ils franchissent les obstacles et incarnent l'espoir d'une nouvelle génération. Laura, parmi ces trois infos, laquelle vous a le plus interpellé ? Alors moi c'est la première, je la trouve complètement... Le parc Astérix envoie des avis de décès. Je trouve ça terrible, je trouve qu'il n'y a rien de plus traumatisant que de recevoir son propre avis de décès. Alors en plus quand c'est envoyé par un parc d'animation, ça me paraît complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est un très mauvais coup marketing pour vous. Très mauvais. Benjamin ? Aussi, j'étais impressionné par le premier parce que ça prouve qu'être jeune et provocateur, ça ne peut pas nécessairement dire d'être intelligent. Ou Oscar Wilde qui a dit, je pense, c'est toujours mieux qu'on parle sur toi que non, on ne parle pas sur toi. Alors ici, c'est la preuve qu'il avait tort. Des fois, c'est mieux que de se taire et ne pas faire des campagnes idiotes. Très mauvais coup de com'. En Israël, après le succès du cinéma social, une nouvelle vague de jeunes réalisateurs s'essaye au film de genre. Eitan Gaffni est l'un d'entre eux et il s'apprête à sortir un film de zombies sanglant. Seule particularité du scénario, l'alliance inattendue des soldats israéliens et des membres du Hezbollah. Le tout contre des zombies. Danny Swaibel a rencontré ce réalisateur qui fait beaucoup parler de lui. C'est le portrait de la semaine. Du sang par hectolitre, des gros calibres et des mutants assoiffés de sang. Aucun doute, Cannon Fodder a tout d'un film de zombies. Et le réalisateur, c'est lui. Je suis Eitan Gaffni, le réalisateur de Cannon Fodder. Diplômé de l'université de Tel Aviv en cinéma, Eitan est tout simplement intarissable sur ses films de genre apparus dans les années 30. Alors, diplôme en poche et caméra à la main, le choix de son premier film est évident. Quand j'étais enfant, j'adorais les films d'horreur et les films d'action un peu stupides comme ceux de Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme ou encore Sylvester Stallone, ce genre de film. Et je me suis toujours demandé ce que ça donnerait de mettre face à face des zombies et des soldats israéliens. Série B assumée, Cannon Fodder collectionne pourtant les prix dans les festivals spécialisés à travers le monde, grâce à sa fraîcheur peut-être, mais aussi à son scénario hors du commun. On a commencé dans l'idée par un petit film et le projet a pris de l'ampleur. Mais le principe reste le même, un film d'action avec des soldats et des zombies, avec de l'horreur, de l'humour, des choses dégoûtantes, juste ce qu'un film de zombies doit être. Des soldats certes, mais là où le scénario s'emballe, c'est quand des soldats israéliens et membres du Hezbollah s'allient pour combattre ensemble une armée de zombies. Alors, le premier film d'Eitan Gaffni, forcément politique ?
On ne prend pas parti. Les gens de gauche nous disent que c'est un film de droite et les gens de droite nous disent que c'est un film de gauche. On ne dit pas ceci, eh bien ceci est mauvais ou de choisir un camp. Nous disons juste, voilà la situation, elle est telle qu'elle est, mais on devrait travailler ensemble car on n'a pas le choix. Sinon, quelque chose de pire arrivera. Pour Ethan, au-delà d'un quelconque message, l'important reste... It's fun. Fun made it fun. Fun film. That's the key word. Et le film de zombies, genre à part entière, a totalement sa place au Moyen-Orient, ici plus qu'ailleurs. Israeli films should talk. Les films israéliens doivent parler de violence et la montrer à l'écran, pas parce que c'est fun, bien que ça le soit, mais parce que ne pas montrer la violence et ne pas en parler l'amplifie, cela rend déprimé à l'intérieur. Les gens ne deviennent pas violents parce qu'ils regardent des films d'horreur. C'est exactement le phénomène inverse. Watching horror films. It's the exact opposite. Tourné dans le fun, donc, et avec l'esprit de cinéma indépendant et fauché, le parcours du film surprend même son créateur. Un succès qui s'explique que par le côté provoque de son scénario, mais aussi à la démarche quasi enfantine de son auteur. C'est un film indépendant et à petit budget, mais il offre quelque chose de plus grand qu'un film petit budget classique. Quoi qu'il arrive, c'est juste un film fun et rien de plus. Nothing more. Benjamin, il y a quelque chose qui frappe en regardant ce reportage, c'est qu'à aucun moment il assume le côté marketing. Il utilise beaucoup cet argument, enfin en tout cas on le voit sur l'affiche, l'argument du conflit. Et pour lui c'est un simple film de zombies. Comment vous expliquez le fait qu'il botte ça en touche? Je pense pas que M. Gaffney essaye de dire que c'est pas un film de zombies, un film politique de zombies, mais je pense qu'il sait que pour le marketing, il doit pas le dire. Ça veut dire déjà le subtexte politique est déjà là-bas. Ça veut dire il parle de tagline du film et il y a un nouveau conflit dans le Moyen-Orient. Alors il comprend qu'en fait c'est un film politique, comme que tous les films de zombies sont en fait des films politiques. Est-ce que quand même le film aurait fait le tour du monde s'il n'avait pas ce label conflit avec ce scénario un peu fou? La vérité, c'est que je n'ai pas une réponse à cette question. Il est possible que oui, ça veut dire maintenant c'est intéressant de voir est-ce qu'on aura dans le cinéma israélien, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 5 ans, un autre film de zombies où la métaphore politique ne sera pas si directe, mais je pense que c'est difficile de faire un film de zombies ici en Israël sans cette métaphore politique-là qui est claire. Laura, est-ce que le film de zombies, comme il dit dans le reportage, est un exutoire pour les gens? Oui, moi je pense que les zombies sont de toute façon régulièrement utilisés en politique. On peut le voir, il y a un film cubain qui est sorti notamment en 2012 qui s'appelle Juan de los Muertes, où en fait la Havane est envahie par les zombies. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit les gens s'enfuir, on voit des scènes de panique et tout le monde cherche à monter dans des radeaux pour s'enfuir vers les États-Unis. Donc les zombies sont utilisés régulièrement, pas dans le cinéma, mais de manière générale. C'est forcément une métaphore politique, le film de zombies? Je pense que si tu regardes l'histoire du cinéma américain, par exemple, les films de zombies entrent dans des périodes de crise politique. Par exemple, dans la fin des années 60, avec les films de George Romero, des films anticapitalistes, et de nouveau après le 11 septembre. Ça veut dire tu vois de nouveau des remakes de Dawn of the Dead, etc. Des films de zombies, c'est des métaphores sur l'autre qui va nous envahir. Et en fait, plus la vie est violente, plus les sociétés sont violentes, plus la violence se voit à l'écran. Exactement. Plus les gens ont besoin de voir cette violence. Exactement. De nouveau, dans les années 60, avec la guerre du Vietnam, soudain, les westerns deviennent beaucoup plus violents. Et la même chose ici en Israël. Je pense que la question pourquoi il n'y a pas trop de films israéliens violents jusqu'à cette année, c'était surtout une question de budget. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un exutoire? Je suis pas sûr, peut-être, oui. C'est plutôt un affrontement. Je pense que les gens essayent d'affronter la réalité dans la subconscience. Laura, donc on parlait de budget. Est-ce que pour vous, ces films financés, il a été financé par Internet, hein, ce film. Est-ce que les réalisateurs israéliens ont peut-être plus de liberté aujourd'hui avec des moyens techniques plus légers? Alors il y a le crowdfunding qui fonctionne très bien. Pour revenir dessus et pour revenir justement sur cette histoire de marketing, je voulais juste souligner que quand même les producteurs de ce film, sur le site internet où ils demandent l'apport des internautes, disent que 5% des contributions seront reversées à une association pour la paix. Alors se dire qu'ils ne se sont pas servis de la politique pour vendre leur film, ça pose problème. Un petit peu. En tout cas, il y a du fun, hein, c'est ce qu'il dit. Merci à tous les deux pour ce débat. À Damas, alors que le conflit syrien a fait plus de 110 000 morts en 2 ans, une certaine jeunesse, une certaine partie de la jeunesse tente de vivre presque normalement. La nuit tombée, les bars et les pubs de Damas ouvrent leurs portes pour oublier la guerre. Peut-on et doit-on s'amuser en temps de guerre? C'est la question posée par le poste de Léa Cohen-Robineau, mise en image par Raphaël Cohen.
À Damas, dans le quartier de Shah Alan, la nuit tombée, ça donne ça. Et l'ambiance monte d'un cran quand le DJ passe le dernier tube à la mode, une chanson à la gloire du général Maher. Comprendre, le frère de Bachar el-Assad à la tête de la 4e division en charge de Damas. Quand les combats font rage, au bout de mortiers et missiles à l'appui, ces jeunes pro-Assad refusent de se tapir dans le noir. Alors la nuit tombée, ils investissent en boîte de nuit ou dans des karaokés. La nightlife de Damas, ce sont en tout une dizaine d'établissements qui restent ouverts malgré tout, avec en filigrane la culpabilité de s'amuser alors que les morts se comptent par centaines de milliers. On vient ici pour danser, chanter et nous amuser. La situation est très mauvaise, alors ici, on peut se changer les idées. De l'autre côté de la ville et de l'échiquier politique, centre culturel bulgare dans le quartier de Malki, en centre-ville, on danse aussi. Mais la salsa et ce cours d'expat fait sale comble. On a commencé à enseigner il y a 2 ans, quand la guerre a débuté. C'est un projet pour faire face à la guerre. Souvent, quand on est en train de danser ici, on entend la voix de la guerre à l'extérieur, mais on continue à danser pour faire face à travers l'art et l'amour. En Syrie, le bruit des bombes aura eu pour effet inattendu de dynamiter la vie nocturne. Déplacée pour certains, cette nightlife damasienne est aussi une déclaration d'amour à la vie. Alors la question posée dans ce sujet, c'est de savoir est-ce que c'est indécent de tenter de s'amuser, d'oublier la guerre quand on est en plein milieu d'un conflit comme en Syrie? Je pense pas que c'est indécent, mais je pense que c'est un effet naturel de la vie humaine. Moi, j'ai un peu des problèmes avec l'authenticité, en fait, de ce qu'on voit. Pas que je pense que ces choses-là ne se passent pas. Je dis tout simplement, ce sont des images qui viennent de Damas. Je suis sûr, mais la question, est-ce que maintenant, dans le milieu de la guerre civile, où en fait, on sait que la population de Damas et la population séculaire supportent Assad, est-ce que c'est dans l'intérêt du régime syrien de faire sortir des photos comme ça? Et alors on voit et on dit, ah oui, en fait, Assad représente les séculaires et on va leur supporter. Du mode de vie occidental. Exactement. Alors il faut un peu prendre ces images-là avec un grain de sel, ça c'est en tout cas mon Laura, avis. vous êtes d'accord? Oui, alors qu'il faille prendre ces images avec précaution, là je suis d'accord. Par contre, là où je suis pas du tout d'accord, je pense pas que ça relève de la manipulation. Je pense pas qu'il y avait des sbires d'Assad cachés derrière les caméras pour filmer ces gens. Je pense qu'au contraire, c'est une question de survie. Je pense que quand on est dans un tel conflit, on a besoin de s'amuser, on a besoin de profiter de la vie parce qu'on vit au jour le jour et que de toute façon, la vie, elle continue. Alors, enfin, je veux dire, on va au supermarché, on va à l'école, on va travailler. La vie, elle est là, de toute manière. C'est clair, je pense pas que ces images sont fabriquées. La question, qu'est-ce qu'ils représentent? Moi, je pense qu'ils représentent une minorité, peut-être 10%, 15%. Ouais. Les autres, peut-être les classes très riches dans une zone très spécifique, même, et puis je sais bien sûr, c'est peut-être une comparaison problématique, mais même en Allemagne, en avril 1945, tu pouvais trouver à Berlin encore des clubs qui marchaient, mais ça représente un club ou deux clubs. Une question, vous qui vivez en Israël depuis pas mal de temps, vous avez vécu des périodes de grande tension. Est-ce que vous sentez que la fête est plus forte à ces moments-là, dans les bars, ou pas du tout, Laura? Alors moi, juste de mon expérience personnelle, je me souviens que la première sirène en novembre dernier, pendant l'opération à Gaza, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'aller au restaurant. Alors après, ça n'engage que moi, les rues étaient vides, il faut le dire, mais j'ai eu ce besoin de sortir, j'ai eu besoin de me changer les idées, et c'est pour ça que je comprends ces gens. Je trouve que ça me paraît parfaitement naturel de s'amuser en temps de guerre. Merci. Dans Social Blog, chaque semaine, on vous conseille les meilleurs sites et les blogs à consulter, et c'est maintenant, et c'est le coup de clic. On reste avec vous, Laura, pour savoir ce que vous avez sélectionné cette semaine. Alors, moi, j'ai sélectionné des clichés d'un artiste, Eric Ravello. Ça s'appelle Les Intouchables. C'est des clichés qui sont extrêmement choquants et qui dénoncent la maltraitance infantile. C'est le Huffington Post, c'est ça, français? Alors, le Huffington Post a repris ces clichés. Le fait est qu'ils ont fait le tour du monde, Facebook a même été accusé de censure. Je les ai trouvés très intéressants, même s'ils m'ont choqué personnellement, parce que je pense que c'est le rôle de l'art que de dénoncer et aussi son pouvoir. Et voilà, j'ai voulu en parler aujourd'hui. Très bien. Du côté de Benjamin, quel est votre choix? Moi, j'ai choisi un site populaire américain très amusant qui s'appelle IO9, qui est en fait un site qui fait un mélange de science, plutôt science-fiction et culture populaire.
ils parlent là-bas sur des films science-fiction et aussi ils s'amusent avec des diverses choses qui ont à voir avec des thèmes de science. Par exemple, la semaine dernière, ils ont posté une version très amusante du Bohemian Rhapsody de Queen mais qui parle de la physique de quantum. Alors, par exemple, à propos de science-fiction, est-ce que vous pensez que là, le film de zombie est arrivé, donc il a été fait un petit peu avec des bouts de ficelle, mais est-ce que le film de science-fiction va arriver en Israël, produit par des Israéliens dans les mois qui viennent? Bien sûr, tu vois déjà, on commence à voir des essais plus en plus intéressants avec des films de genre, et maintenant, bien sûr, il y a le film de Harry Folman, Le Congrès, qui est un film plutôt international. C'est aussi une question de budget, mais je pense que peu à peu, on verra aussi des divergences, aussi de science-fiction israélien. Très bien, merci à tous les deux d'être venus dans Social Blog. C'est la fin de ce magazine. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Les liens de Laura, de Benjamin, les adresses des blogs, les coulisses de l'émission, c'est sur la page de Social Blog. N'hésitez pas à nous écrire via Twitter ou Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec les blogueurs pour continuer à décrypter la nouvelle génération du 2.0 et du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.